Allez, salut amis téléspectateurs, c'est pour nous un privilège de vous savoir nombreux ce jeudi pour un nouveau numéro de Décrypta. Comme vous le savez, c'est donc le tout premier numéro de cette année 2025. Santé et prospérité à vous tous et surtout grand merci parce que vous avez été nombreux à nous suivre pendant l'année 2024. Nous avons le privilège et l'honneur de recevoir pour ce premier numéro Jean-Jacques Mamba, qui est donc un député honoraire de la République démocratique du Congo. Il a été député national, je voulais dire, du MLC. Et aujourd'hui, il est cadre de l'AFC, Alliance Fleuve Congo. Avec lui, on va parler de toutes les questions d'actualité dans notre pays, la République démocratique du Congo. Mes salutations patriotiques à vous tous qui nous suivez depuis les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et on n'oublie pas tous nos amis qui nous suivent dans la diaspora. Vous êtes en France, en Belgique, en Espagne. Vous êtes partout. On vous salue très, très chaleureusement. Et on vous souhaite la bienvenue dans ce tout premier numéro de la saison 2025 des Décrypta. Alors, on va déjà recevoir notre invité, M. Jean-Jacques Mamba. Bonjour. Et surtout, grand Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. c'est un plaisir. Mes meilleurs voeux pour 2025. Merci et on vous réciproque ces vœux de meilleur, de santé et pourquoi pas de réussite. Alors, pour commencer, déjà, dites-nous d'abord comment ça a été l'année 2024 pour vous. Est-ce qu'elle a été meilleure? Non, à titre personnel, c'est une année qui est difficile, mais ma situation personnelle importe peu. Mhm. Une pensée pieuse à l'attention de nos compatriotes, nos sœurs et frères congolais, qui ont, avec moi-même, avons passé une année extrêmement difficile sur Ouais. le plan socio-économique. Voilà, donc les habitants de Kinshasa et dans les autres provinces ont beaucoup souffert. Les jeunes ont continué à rester au chômage. Il y a eu 6 millions d'emplois qui ont été promis et apparemment c'était promis pour les domestiques et les femmes de ménage et tout ça. Mais on pourra rajouter les taximens peut-être et peut-être les receveurs aussi. Voilà, tous nos jeunes qui continuent à chômer, ceux qui finissent l'université qui n'ont pas d'emploi. Tous les amis de Mbandaka qui attendent l'université d'Harvard et toutes les promesses qui ont été faites dans notre temps qui n'ont pas été réalisées. Donc je continue à dire que ça fait quelques années que la situation, alors qu'on était en clair l'espoir à l'aube de la première passation pacifique en 2018, on était en clair l'espoir que avec la venue de l'UDPS, les chanteurs de l'état de droit, on pourrait en ce jour-ci, 6 ans après, commencer à se dire que le pays avance un peu mieux. Malheureusement, j'ai vu moi-même et j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de questionnements pour la Noël, pour la bonne année, les fonctionnaires qui ont été mal payés, alors qu'on a coutume de distribuer des vivres frais. J'ai vu qu'il y a certaines gens qui recevaient un poulet, deux poulets. On a vu des images qui sont totalement désolantes dans un pays qui a autant de potentiel. Et donc voilà, mon année est à l'image de la souffrance que nos compatriotes connaissent encore avec M. Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Le lundi 26 février 2014, vous annoncez officiellement depuis la Belgique votre adhésion à l'Alliance Fleuve Congo. Beaucoup disent que l'Alliance Fleuve Congo, c'est un mouvement terroriste, voire un député honoraire brillant du MLC qui a fait ses preuves, adhérer à ce mouvement. Franchement, ils ont été déçus. Alors, déjà, quelles ont été vos motivations pour rejoindre l'AFC? Bon, il faut déjà savoir que nous avons un pays qui, depuis 60, a connu beaucoup de mouvements insurrectionnels. Et qu'à partir de 2006, il y a eu un compromis national sanctionné à 85% par la population qui avait marqué son accord. Et je parle ici de la Constitution, qui en son article 64 dispose, et à dessein d'ailleurs, qu'il ne serait pas permis, en tout cas qu'il est devoir de tous les Congolais, lorsqu'il y a un groupe d'individus, un individu qui veut gérer ou rester à la tête de l'État en violation de la Constitution, et notamment ici nous parlons d'un problème de légitimité que nous avons tous constaté aux élections de 2023, Mhm. c'est notre devoir de le faire. Alors aujourd'hui, il faudra éventuellement
lorsqu'il y aura un procès équitable, un procès pour lequel nous aurons droit à une défense équitable, qu'on puisse aller en interprétation à la Cour constitutionnelle de l'article 64 lorsqu'il s'agit de barrer, lorsqu'il est disposé, l'article qui dispose que tout Congolais a le devoir de barrer la route. Est-ce que nous devrons barrer la route avec des moyens démocratiques? Oui, normalement, c'est ce qui devait être fait lorsque les principes démocratiques de respect des libertés individuelles, du respect de l'expression libre consacrée dans la Constitution sont respectés. C'est tout à fait logique que nous barrions la route de manière pacifique. Mais lorsque celui qui est censé être le chef des armées n'a qu'un seul langage, la violence, et qu'il veut installer une dictature, nous adaptons notre résistance aux moyens qui sont, voilà, qui nous sont opposés. Et donc, comme je le dis, moi, je considère toujours que je suis dans le respect de la Constitution, c'est-à-dire que j'ai participé ou je participe ou je suis membre de l'Alliance Fleuve Congo et si c'est à refaire, je le referai pour la bonne et simple raison que j'en fais un devoir de barrer la route à M. Tshisekedi qui, au fil des années, vous pouvez bien le comprendre, a déjà basculé du côté sombre. Et voilà, ce côté sombre se caractérise par des détournements, des violations de droits de l'homme, des violations intempestives de la Constitution. Son clan politique et d'ailleurs son parti a même jugé, a même dit que la Constitution était maudite. Lui-même s'est tapé de la poitrine pour dire que personne ne pouvait l'empêcher de la changer. Voyez-vous, la Constitution, c'est généralement le fruit du consensus. Et lorsque vous voyez une personne qui est censée assurer la sécurité, qui est censée assurer le bien-être des Congolais, qui ne l'a jamais fait, mettre un accent sur un changement qui va lui profiter. Vous comprenez très bien que même ceux qui n'étaient pas d'accord avec nous à l'époque où j'avais fait ces déclarations, le 26 février, je crois qu'à la fin de l'année, nous avons reçu quand même un peu plus de demandes d'adhésion. J'ai vu que mon compte Twitter a gonflé, on va dire ça comme ça, et je reçois des demandes tous les jours parce que, in fine, pour ceux qui sont républicains, et nous le sommes, mais qui sont allés de la manière la plus classique, c'est-à-dire les marches, les déclarations à la télé, bon nombre d'entre eux sont privés de liberté et la majorité sont en exil. Donc, je vous le dis, encore une fois, le jour que nous aurons droit à un procès équitable, il appartiendra à la Cour constitutionnelle de nous déterminer ou de nous expliciter la Constitution nous impose le devoir de barrer la route. Que faisons-nous en face d'une dictature? Et donc, ce jour-là viendra, ce n'est peut-être pas encore le cas, mais jusque-là, je n'ai pas violé la Constitution en mon entendement, et je suis fier d'avoir d'avoir participé ou de participer à un mouvement qui est le seul en République démocratique du Congo qui a la revendication de demander à M. Tshisekedi, ou la prétention de demander à Tshisekedi de quitter le pouvoir. Donc voilà pourquoi j'ai été motivé de le faire et je crois que nous sommes sur le bon chemin au regard de l'évolution politique et des ambitions démesurées de ce monsieur. Merci bien. On continue. On salue tous nos téléspectateurs qui nous rejoignent. Donc, nous sommes en direct sur plusieurs plateformes. Donc, merci à vous tous qui nous rejoignez. Ça nous fait plaisir de vous savoir nombreux. Nous sommes avec Jean-Jacques Mamba, qui est donc au cadre de l'Alliance Fleuve Congo, dirigée par Corneille Nangaa. Avec lui, on est en train de parler de toutes les questions d'actualité en République démocratique du Congo. Jean-Jacques Mamba, ce 16 janvier, nous commémorons le décès de Musée Laurent Désiré Kabila. Qui est Musée pour vous? Et la plupart des Congolais regardent en AFC NFDL bis. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce qu'aujourd'hui, l'AFC dont vous êtes membre est l'AFDEL bis de Musée Kabila? Parce que beaucoup disent également que Musée Kabila, c'est lui qui nous a amené le Rwandais. Vous aussi, vous êtes accusé par certains d'être avec le Rwandais, qui sont les ennemis de la République démocratique du Congo qui nous agressent. Est-ce que pouvons-nous partager cet avis, cette opinion de ces Congolais qui pensent que l'AFC des Nanga est égal à l'AFDL, j'y arrive, de Musée Laurent Désiré Kabila? D'abord, pour parler du personnage, je pense que Musée, aujourd'hui, dans nos mémoires, est le symbole du courage, c'est le symbole du nationalisme, c'est le symbole de l'unité nationale. Et je crois qu'il a été hissé en héros
parce que quand même, il a mis fin à 32 années de dictature. Mhm. Si on doit faire un parallélisme, aujourd'hui, même si à la base l'AFC n'a pas été créé euh, par rapport à la dictature qui commence à s'installer de plus en plus, mais à la base, la différence qui peut être, le parallélisme, c'est effectivement aujourd'hui une dictature, mais la nuance, c'est que aujourd'hui, le mouvement ou l'Alliance Fleuve Congo a des bases légales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est difficile, sans l'interprétation de la Cour constitutionnelle et de la jurisprudence, de condamner les personnes qui se mettent ensemble avec l'objectif, effectivement, lorsque les faits sont constatés et que même M. Tshisekedi peut être poursuivi pour plusieurs dossiers, hein, le dossier RAM et bien d'autres, et même pour ces élections qui ont été organisées en 7 jours, pour cette fraude, elles devaient être annulées, elles n'ont pas été annulées. Et donc, je veux simplement dire que nous sommes une révolution. Et en termes de cahier de charge, nous avons un cahier de charge un peu plus dense, dans la mesure où, au-delà du fait que notre objectif final, c'est bien d'arrêter M. Tshisekedi et de le traduire en justice, mais nous avons aussi cette démarche qui est une démarche totalement didactique, qui vise à instaurer aussi une paix durable. Ça veut dire que notre démarche au début, on va dire comme ça, dans les prémices de la création de l'AFC, c'était d'abord de mettre des groupes armés ensemble et définir un cahier de charges commun, mais aussi obtenir l'engagement de trouver la paix, de construire le vivre ensemble. Et je crois que c'est ce qui rend notre tâche un peu plus difficile. Vous savez, à l'AFDL, les gens disent oui, ça faisait 7 mois, mais il y a eu beaucoup d'implications des États, des implications officielles. Vous aviez l'Ouganda, vous aviez le Rwanda, vous aviez même l'Angola. Et donc, c'est un scénario qui est tout à fait différent parce qu'en ce qui nous concerne, nous ne sommes que des Congolais. Et donc, le parallélisme, c'est qu'aujourd'hui, il y a une dictature qui justifierait ou qui justifie nos actions, bien qu'à la base, c'était le problème de la légitimité. Et la différence, c'est que nous, à notre niveau, nous avons une base constitutionnelle que nous pouvons défendre devant n'importe quel tribunal international soit-il, parce qu'il y a un article qui nous oblige à barrer la route et face à une dictature, il n'y a pas d'autre moyen que de résister avec des moyens proportionnels. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Nous retenons de Mouzé l'amour qu'il avait pour le pays, le risque qu'il a pris et les efforts qu'il a fournis pour changer les mentalités des Congolais. Et je pense qu'il a eu un impact positif. J'ai rien qu'à voir la manière dont il a été, dont on lui a rendu hommage, la manière dont il a été pleuré, prouve à suffisance que beaucoup de Congolais, si pas la majorité, ont reconnu ses valeurs en lui. D'accord. Merci beaucoup pour vos explications. Parlons à présent du rapport des démis-sessions, n'est-ce pas, de décembre 2024 des experts des Nations Unies. Quelle est votre réaction d'abord par rapport à ces rapports? Je pense que vous l'avez lu et vous l'avez euh, compris. On vous accuse d'être soutenu par le Rwanda. Les experts ont même donné des chiffres de soldats rwandais qui seraient, n'est-ce pas, venus en République démocratique du Congo pour vous soutenir. Quelle est votre réaction quant à ça? Bon, vous savez, il faudrait que nous soyons froids lorsque nous parlons des questions liées à la guerre. D'abord, dans ce rapport, il y a des informations qui sont inexactes. Moi, je suis dans l'AFC, ça fait aujourd'hui presque une année, et je n'ai pas souvenance, lorsque je suis sur terrain, d'avoir à traiter avec des militaires ou des camarades d'origine rwandaise. Je n'ai pas souvenance. En tout cas, en ce qui concerne le directoire de l'AFC, les différents commandants que nous avons, ils sont tous congolais. Mais je ne vais pas entrer dans ce débat-là. D'abord, il faut savoir que le Congo et le Rwanda ne sont pas en guerre. En tout cas, les conditions de la définition de la guerre entre États ne sont pas réunies. Lorsque M. Tshisekedi, parce que c'est un manipulateur, un menteur, parle d'escarmouche, vous remarquerez que ça fait plus d'une année qu'il a parlé d'escarmouche, mais qu'il n'a jamais osé attaquer le Rwanda parce qu'il sait qu'il n'est pas en guerre ou que la République démocratique du Congo n'est pas en guerre avec le Rwanda. Pour preuve, et j'ai beaucoup d'exemples que je peux vous donner, par exemple, il y a une école
congolaise qui est au Rwanda, qui fonctionne avec le programme congolais. C'est un peu une école privée, c'est une école d'État. Les Congolais qui étudient font les examens d'État qui viennent de Kinshasa. Vous avez la frontière de Gisenyi qui n'a jamais été fermée pour la bonne et simple raison qu'il y a des échanges commerciaux importants et qu'aussi, en ce qui concerne les minerais du Nord Kivu, la voie la moins coûteuse et la plus économique pour les opérateurs qui sont dans le secteur, c'est la voie routière qui passe effectivement par le Rwanda. Donc, ces pays-là ne sont pas en guerre. Ça, c'est un élément qui est essentiel. Maintenant, la question est, est-ce que le Rwanda est concerné? Parce que je ne vais pas parler d'impliqué. Oui, le Rwanda est concerné par ce qui se passe à l'est du Congo et pour plusieurs raisons. La première, c'est que en 94, vous le savez très bien, il y a eu l'opération Turquoise et il y a eu un groupe assez important des génocidaires qui sont venus et que nous avons accueillis à bras ouverts. Et il faut aussi rappeler que le Congo a été concerné ou impliqué dans plusieurs conflits en Afrique et même dans certains pays frontaliers. Je prends l'exemple de l'Angola, par exemple, avec Savimbi. Le Congo est intervenu pendant plusieurs années, a aidé Savimbi, donc je parle du Zaïre de l'époque, sans la prétention aucune d'annexer une province de l'Angola. Donc, je suis en train de dire qu'ils sont concernés parce que, à partir du moment où nous avions reçu des personnes armées que nous ne l'avions pas fait, et que à un moment donné, ces personnes se sont organisées pour revenir au pouvoir, ce qui est de bonne guerre hein, dans ce genre de situation, automatiquement, le Rwanda est devenu un pays dont l'ambition est d'éteindre le feu chez le voisin, ou en tout cas empêcher que ce foyer de tension revienne. Alors, quelle était notre responsabilité? Et vous connaissez l'histoire, on ne va pas refaire l'histoire, mais j'ai simplement lu dans le dernier communiqué signé à Luanda, l'avant-dernier, je pense, que le Congo s'engageait à neutraliser les FDLR. Il y a même eu une opération dans ce sens. Cela veut dire que d'abord, le Congo reconnaissait qu'il y avait des FDLR chez lui, que ces FDLR étaient armés parce qu'il fallait les neutraliser. Et on a même vu que le président, M. Tshisekedi, avait invité le président des FDLR à Kinshasa et avait même promis sur la place publique qu'il allait organiser les moyens pour évincer le pouvoir de son voisin, qui était avant son frère, c'est-à-dire le pouvoir de M. Kagame. Enfin, je n'ai jamais vu au monde et je n'ai même pas vu Poutine qui est en train d'attaquer l'Ukraine à tenir de tels propos. Il ne peut pas avoir l'ambition de démettre un président d'un pays voisin. Ce sont des choses qui ne se disent pas diplomatiquement et il faut rester dans les thèmes. Donc, après avoir lancé ces provocations, après avoir invité le président des FDLR, après avoir armé les FDLR sous l'étiquette des Wazalendo, il est tout à fait logique, de mon point de vue, que les Rwandais se sentent concernés par cette question qui a la guerre de l'Est. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le Rwanda n'attaque pas le Congo, ça veut dire que les militaires rwandais n'attaquent pas le Congo. Au Congo, il y a ce que nous appelons une révolution, c'est-à-dire un problème interne. Et si vous regardez bien, il y a un communiqué du département d'État d'hier qui recommande même, il a dit que la voie de la paix ne peut se tracer s'il n'y a pas un dialogue direct avec l'AFC. Donc, la solution militaire, aux yeux des Américains, qui ont souvent été côtoyés par la diplomatie congolaise et qui connaissent bien le dossier, il n'y a pas de voie autre que diplomatique qui pourrait ramener la paix durable. Et donc, les Mais Rwandais, Félix effectivement, Tshisekedi a sont refusé de concernés. dialoguer avec vous. Il a juré de ne pas dialoguer Bon, vous avec vous. savez, D'ailleurs, il vous surnomme on le sait qu'il va changer partage. d'avis. Nous n'avons pas un besoin de parler avec lui. S'il refuse de dialoguer avec nous, c'est parce qu'il sait et il connaît notre cahier de charge. Nous n'avons qu'une seule revendication, c'est son départ. Et vous allez remarquer qu'il a mis beaucoup de moyens dans la guerre pour la bonne et simple raison qu'il s'agit de son pouvoir à lui. Monsieur Tshisekedi n'organise pas l'armée pour protéger les Congolais. Parce que s'il avait les soucis des Congolais, il serait ne serait-ce qu'une seule fois allé dans les camps de déplacés. Il aurait établi son QG, parce qu'il avait même dit qu'il était prêt à mourir pour la paix. Si aujourd'hui l'AFC constitue pour lui la plus grande menace, ce n'est pas parce que nous avons des problèmes d'intégrité territoriale ou de souveraineté. Pour preuve, Bunagana a été pris, il n'y a jamais eu un drapeau rwandais. Rutshuru est pris, aujourd'hui nous avons 150, au moins, au minimum 150 localités contrôlées et libérées par l'AFC. Et dans aucune de ces localités, vous trouverez un drapeau rwandais. Donc,
M. Tshisekedi n'a pas ambition de protéger les Congolais, mais la guerre qu'il fait, dans laquelle il engage des Sukhoi, des bombardiers, c'est parce qu'il sent et il sait que notre revendication touche directement son pouvoir. Posez-lui la question de savoir, la dernière fois qu'il était à la Béni, c'était quand? Est-ce qu'il a déjà passé une nuit à Béni? Ce qui se passe à Béni est horrible parce que vous avez des vrais terroristes qui tuent des gens et qui égorgent nos compatriotes sans raison, mais vous ne verrez jamais M. Tshisekedi à Béni. Il a envoyé des Sukhoi, il a acheté des drones, des milliards de dollars ont été engloutis juste pour un mouvement qui, entre guillemets, qui se défend et qui n'a pas tous ces moyens-là. Et donc, je n'ai jamais vu un Sukhoi voler pour aller larguer des bombes là où il y a des ADF. Je n'ai jamais vu une guerre asymétrique et proportionnellement, toute proportion gardée avec les mêmes moyens ou des moyens proportionnels en ce qui concerne l'Ituri, par exemple. Donc, le problème de M. Tshisekedi, ce n'est pas de refuser de discuter avec nous par principe, mais simplement de refuser de discuter avec nous parce que discuter avec l'AFC, c'est remettre en cause sa légitimité et remettre en cause son pouvoir. Et donc, si hier, il a invité un de nos groupes, le M23, à Kinshasa pendant 14 mois pour discuter avec eux, je ne vois pas ce qui a changé aujourd'hui. Et donc, à partir de ce moment-là, s'ils étaient terroristes et même s'ils avaient été, entre guillemets, graciés, et qu'il les a invités pour discuter avec eux, je ne vois pas ce qui a changé après 2 ans. Donc, la problématique du refus du dialogue, il faut la circonscrire dans le cadre d'un cahier de charges qui est précis et qui évoque comme premier point le départ de M. Tshisekedi. Et quand il ne veut pas entendre parler de cette question de manière officielle, parce que nous sommes le seul groupe organisé qui a cette revendication, il est tout à fait normal pour lui qu'il vienne avec la rhétorique pour dire que jamais, pendant qu'il est vivant, il va discuter avec, entre guillemets, les terroristes. Mais s'il voulait vraiment la paix, il allait le faire parce que son armée est dans l'incapacité de reconquérir tous les territoires qui sont sous notre contrôle. Puisque vous avez dit dans votre cahier des charges, vous demandez le départ de Félix Tshisekedi, certains Congolais pensent que votre chef est à la base, n'est-ce pas, de ce qui nous arrive aujourd'hui. Si Félix Tshisekedi est dans la République, c'est à cause de Corneille Nangaa. Aujourd'hui, demander le départ de Félix Tshisekedi à la tête du pays pendant qu'il y a eu des élections qui ont été organisées par Corneille Nangaa et par la suite, il y a eu des élections bâclées de 2023 qui lui donnent un peu de légitimité parce que c'est vrai, nous savons tous comment est-ce que ces élections ont été organisées, mais le peuple ne s'est pas opposé. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi continue à diriger ce pays. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Vous ne pouvez pas, bien entendu, attendre que Félix Tshisekedi puisse finir son deuxième et dernier mandat pour s'en aller, et puis vous, en tant que AFC, venir conquérir le pouvoir par devoir démocratique. Bon, d'abord, il faut savoir que dans la tête de M. Tshisekedi, il n'y a pas de deuxième et dernier mandat. Donc, dans sa tête, et je pense que c'est dans la tête des amis de l'UDPS, c'est rester au pouvoir ad vieternam parce que il considère que, bon, voilà, M. Kabila, le président honoraire Kabila, avait fait 18 ans, que M. Mobutu, le feu maréchal Mobutu avait fait 32 ans, il n'est pas question pour eux de faire 10 ans, ils doivent prolonger leur aventure, parce que pour moi, ce pouvoir est une pure aventure, une succession d'actes d'amateurisme, de détournement, et voilà, donc on s'amuse. Alors, je vais revenir à votre question. Est-ce qu'aujourd'hui, excusez-moi de poser une question, mais c'est plutôt une réflexion que je fais, est-ce que nous pourrions reprocher à feu Étienne Tshisekedi d'avoir combattu la dictature dès lors que nous pouvons considérer qu'il est co-rédacteur du manifeste de l'Antsélé, nous pouvons considérer qu'il est co-rédacteur des statuts du MPR, nous pouvons considérer qu'il a été instigateur de l'arrestation de Patrice Emery Lumumba, et nous pouvons rajouter qu'il était à la base de la pendaison, parce qu'il a même dit dans une interview qu'il faut donner l'exemple. Est-ce que nous pourrions remettre en cause ces 30 années d'opposition au motif que c'est lui qui avait renforcé le pouvoir de M. Mobutu entre les années 65 et 75, ou 75, comme disent les Français? Je ne pense pas. Je pense que chaque Congolais, chaque Zaïrois de l'époque, ou chaque individu a droit d'apprendre de ses erreurs, parce que vraiment, c'était une erreur monumentale,
et il a le droit de s'amender. Et je crois que nous sommes ici, parlant du président Corneille Nangaa, dans un processus de rémission. Donc, si, toute chose restant égale par ailleurs, nous donnons de la valeur au combat de M. Feu Tshisekedi Étienne par rapport à la dictature de M. Mobutu, je crois que sa participation à la construction de cette dictature était très prononcée parce que c'était l'un des rares juristes de l'époque, mais nous avons quand même accepté de l'enterrer avec tous les honneurs en considérant, entre guillemets, qu'il était le père de la démocratie, alors qu'à la base, il était d'abord le père de la torsion, le père de la pendaison, le père du manifeste de Lancélé, mais il s'est amendé et il a pris le temps qu'il fallait. Donc, ce droit doit être accordé à tout Congolais qui, par erreur, y compris moi-même, j'étais dans l'Union sacrée. Bon, je l'étais pas par conviction, mais j'étais dans un parti qui l'était par discipline de parti. J'étais dans l'Union sacrée. J'ai le droit aujourd'hui de dire que c'était une erreur et je crois que ce droit doit être reconnu à tous les Congolais. Merci, Monsieur Jean-Jacques Mamba, pour votre réponse. Pourquoi l'AFC a préféré s'allier avec le M23? Le M23, c'est un mouvement qui est connu depuis longtemps, qu'on accuse d'être un mouvement terroriste étranger, venu du Rwanda et tout. Est-ce que vous avez minimisé vos capacités pour renverser le pouvoir de Kinshasa, comme vous le dites, et vous avez voulu faire appel au M23? Et comment est-ce que le M23, qui était un mouvement connu de tous depuis longtemps, a donné ou a rejoint l'AFC et donne, n'est-ce pas, la gestion de cette alliance Fleuve Congo à Corneille Nangaa? Est-ce que c'est pas ce qui pousse au pouvoir de Kinshasa d'accuser, par exemple, l'ancien président ou chef d'État, Joseph Kabila, d'être derrière l'AFC? Bon, là, vous avez dit beaucoup de choses, mais je vais quand même revenir sur des termes usuels qu'il faut éviter d'utiliser à tort. Lorsque vous prenez la définition de la Convention de Genève et que vous vérifiez ce que c'est un groupe terroriste, je ne pense pas que le M23 est un groupe terroriste selon cette convention. Ce sont des dénominations et des nomenclatures politiques pour justifier, dans la plupart des cas, l'incapacité à résoudre des problèmes internes. Vous savez, aujourd'hui, vous avez posé la question de savoir pourquoi nous nous sommes alliés. Exactement. Non, la bonne question, c'est de savoir pourquoi nous avons fait chemin ensemble. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le M23 pose un problème existentiel. La plupart des personnes d'origine nilotique et précisément rwandophone sont indexées comme étant Banyamulenge est indexé comme n'étant pas des Congolais. Et ça, c'est une rhétorique qui est généralement employée. Et c'est sur base du délit de faciès que la plupart d'entre eux, on a vu des villages brûlés, ils se considèrent entre guillemets comme terrorisés, ils se considèrent comme marginalisés et donc ils se sont organisés pour défendre ou faire valoir leurs droits. Mais voyez-vous, les problèmes que nous avons de sécurité dans notre pays, j'ai encore vu il y a 4 jours un Koulouna qui a coupé la main d'un paisible citoyen. On a vu un journaliste qu'on a assassiné il n'y a pas très longtemps. Nous avons des problèmes de sécurité qui sont généralisés. Ramener la seule problématique du Congo au problème de l'Est et notamment à l'avancée de l'AFC serait d'une certaine manière ignorer les vrais problèmes que nous avons sur l'ensemble du territoire national, qui sont liés à l'incapacité de l'État et précisément celle de M. Tshisekedi à rencontrer ses propres engagements. Et donc, à partir du moment où l'AFC réussit à mettre les groupes armés ensemble, signe une charte où vous avez le M23 et d'autres groupes armés qui signent une charte qui vise à instaurer une paix durable, à construire le vivre ensemble, à rétablir la norme démocratique, c'est cette ambition-là qu'il faut louer. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez reprocher ce que vous voulez au M23, mais on doit se dire la vérité. Voilà, à partir du moment où nous sommes assignés ces objectifs, nous appelons tous les groupes armés à déposer leurs armes et à nous apporter des cahiers de charges pour que nous cheminions ensemble. Parce que l'idéal
l'objectif final, c'est de pacifier l'ensemble du pays. L'objectif final, c'est de construire un vivre ensemble durable. L'objectif final, c'est d'améliorer la gouvernance. Et l'objectif final, c'est aussi d'offrir un avenir meilleur à l'ensemble de nos concitoyens. Donc, notre démarche est celle de mutualiser les efforts, mais utiliser la force pour imposer la paix, canaliser les énergies de tous les groupes armés qui vont nous suivre pour instaurer la paix, respecter les droits de l'homme, construire un avenir meilleur, construire le vivre ensemble. Et voilà, on aura certainement une émission dans laquelle je pourrai vous expliquer toutes ces choses, mais voilà, c'est notre ambition. Et l'AFC, ce sont les groupes armés, ce sont les partis politiques. L'AFC, ce sont les personnalités politiques, comme je le suis. L'AFC, c'est aussi la société civile. Donc, comprenez que notre démarche, c'est une démarche holistique qui prend en charge les problèmes, on va dire, de manière très globale. Et la présence des groupes armés est une présence qui est, entre autres, dissuasive, c'est-à-dire partout, dans tous les territoires, dans les 150 localités minimum que nous contrôlons, nous assurons la sécurité de tous les Congolais. Nous ne laissons pas place au banditisme et tout le monde va à ses occupations. Donc voilà un peu cet idéal et qui peut justifier ou qui justifie amplement notre démarche par rapport aux groupes armés qui sont dans l'AFC. Vous l'avez dit, l'AFC, c'est les personnalités politiques, c'est les ONG, c'est les ONG des droits de l'homme et pourquoi pas la société civile. Mais il y a plusieurs organisations des droits de l'homme qui vous accusent chaque jour de violations des droits de l'homme dans le parti que vous occupez. Il y a des arrestations arbitraires, il y a des enlèvements, des tortures graves qui entraînent à la mort, assassinats et autres. On dit que vous versez les sangs de Congolais que vous voulez libérer. Est-ce que vous assumez cette responsabilité? Sinon, que faites-vous pour punir les récalcitrants s'ils sont là au niveau de vos rangs ou encore de votre armée, sachant que vous n'avez pas, bien entendu, des cours des tribunaux compétents dans le parti que vous gérez? D'abord, les indisciplinés sont sévèrement punis dans le cadre de nos activités. De deux, vous savez, les rapports, c'est pas toujours exact. Ça veut dire que vous avez des inexactitudes dans certains rapports. Nous avons dernièrement reçu pendant 8 jours une mission de l'OICHA qui a sillonné dans tous les territoires sous notre contrôle, qui a d'abord constaté qu'il y a plus de 400 000 Congolais qui sont rentrés paisiblement dans leur domicile ou dans leur foyer, qui ont repris leurs activités. Et ce rapport n'indique aucunement qu'il y avait des formes de maltraitance ou qu'il y avait des formes de violence quelconque dans les territoires que nous occupons. Par contre, ces choses-là, vous les remarquez dans les territoires occupés par les FARDC, la coalition FARDC, Ouazalendo. Voilà, donc lorsque vous allez en Ituri, par exemple, et même prenez en 2024, il y a eu plus de 200 tués à Goma par des militaires ou par des personnes armées. Et ces choses-là n'existent pas chez nous. Donc, je ne me fie pas trop à ces rapports. Ils peuvent contenir des vérités, mais il y a beaucoup d'inexactitudes. Je vous donne par exemple le cas de Mungunga. Monsieur Tshisekedi, on l'a convaincu par certains généraux qui se sont fait beaucoup d'argent que la guerre, c'est d'abord acheter du matériel. Et donc, il y a certains matériels qu'ils ont achetés ou qu'ils ont acquéris dont la manipulation posait problème parce que les personnes n'étaient pas formées. On a bien vu des lives parce qu'on avait posé les militaires dans le camp de Mungunga. Lorsque la bombe a explosé, on a bien vu les habitants qui criaient que c'était les FARDC. Parce qu'ils étaient en train de manipuler des engins dont ils n'avaient pas la maîtrise. Mais après, on était gravement surpris de voir que non seulement d'abord ça a évolué, on a dit qu'on ne connaissait pas l'origine de la bombe, et après on est venu dans un rapport dire que c'était une bombe larguée par l'AFC. Donc nous sommes là pour protéger la population. Ceux qui utilisent des avions de chasse, et c'est la première fois au monde que je vois dans le même territoire national une armée qui utilise des avions de chasse pour bombarder ses concitoyens. Parce que s'il y avait la vraie guerre entre le Rwanda et le Congo, les avions de chasse allaient aller bombarder le Rwanda. Ils allaient aller bombarder Kigali. Donc ces avions de chasse tuent des Congolais que nous sommes, alors que finalement, il y a des possibilités de discuter.
Parce que si aujourd'hui, on met côte à côte le Congo et le Rwanda et qu'il n'y a pas d'accord, la guerre ne devait pas être faite au Congo, elle devrait être faite au Rwanda. Mais vous le savez, qu'il n'y a pas de guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, mais que le Rwanda est fortement impliqué parce qu'il y a la présence des FDLR qui sont engagés au combat. Et d'autre part, il est reproché au Rwandais de mettre un dispositif antimissile et de brouillage. Mais il faut aussi savoir une chose. S'il n'y avait pas ce dispositif antimissile, beaucoup de Congolais seraient morts. Parce que ceux qui pilotent les Sukhoi lorsqu'ils larguent les bombes, lorsque nous protégeons la population, ça veut dire que nous sommes avec la population. Donc lorsqu'on largue une bombe dans un village, il est difficile de prédéterminer qu'il n'y aura pas de mort civile. Et on a bien vu que les premiers largages de l'année passée ont causé plus de 300 morts. Donc à partir du moment où il y a de la dissuasion, parce que le gouvernement rwandais considère que ces avions ne sont pas maîtrisés, que le largage n'est pas maîtrisé et qu'il y a risque de crimes contre l'humanité et à grande échelle, qu'on pose ce dispositif. Naturellement, nous ne pouvons qu'en profiter, mais nier que le Rwanda est concerné par cette problématique serait tout à fait farfelu. Mais son implication revenait à dire qu'il faisait la guerre à nos côtés, alors qu'en réalité, nous ne faisons même pas la guerre, nous nous défendons, et à chaque fois qu'il y a les violations de droits de l'homme, nous allons vers de là où vient le feu pour éteindre le feu et nous chassons ceux qui utilisent ou manipulent de manière désordonnée les engins militaires et les armes. Bon. Et une autre question, on va continuer pour chuter lentement mais sûrement avec notre programme. Qui est derrière vous? D'où proviennent d'ailleurs le financement de tout le matériel que vous avez? Parce qu'aujourd'hui, euh, comme vous venez de le dire, les Nations Unies a bien démontré que l'AFC 123 a en tout cas de matériel sophistiqué. Ça provient d'où? Qui est derrière vous? Bon, d'abord, il faut savoir une chose, que notre premier fournisseur, ce sont les FARDC. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, un militaire, lorsque quelqu'un va dans le service militaire, à la base, c'est une personne qui a un idéal. Ce n'est pas simplement par la recherche d'un travail que dans des pays organisés, les gens vont dans l'armée. Ce n'est pas par manque de travail généralement. Ce sont des personnes qui ont un idéal. Et le militaire, moi je suis fils de militaire, et mon père est même décédé là-bas, au Rwanda. Mhm. Un militaire a un idéal. Mais à la base, le militaire doit aussi croire en quelque chose. Il doit croire en son chef. Le problème qu'il y a avec nos FARDC, qui sont des vaillants militaires, parce que lorsqu'on prend les différentes statistiques au fil des années, on vous dira que les FARDC, c'est la 3e, c'est la 4e armée. Bon, je sais, je suis sûr qu'on en parle de manière sur le plan numérique. Nous avons plus ou moins 100 000 hommes. Mais ces 100 000 hommes n'ont pas des raisons de se battre. Qui aujourd'hui peut facilement accepter de mourir pour un menteur? Un chef qui vous dit qu'il va installer son QG, qui ne vient jamais vous voir, un chef qui ne visite pas les déplacés, un chef qui, lorsque vous êtes en combat, il est soit dans un mariage, soit dans une fête d'anniversaire, un chef qui ne vient jamais vous réconforter, et un chef qui, par-dessus tout, trouve que vous êtes incompétent. Lorsque un président de la République paye une société étrangère privée, et je ne vais pas être raciste pour dire des Occidentaux ou des Caucasiens, mais lorsqu'un chef, dans un état de guerre, passe les troupes en revue avec des militaires étrangers, quel message lance-t-il? Le premier message, c'est que de dire, je n'ai pas confiance en vous. Ça veut dire que lorsque le chef n'a pas confiance en vous, comment voulez-vous qu'un militaire qui est conscient que le chef des armées n'a pas confiance en lui aille donner sa vie pour lui ou pour le pays? Le deuxième message, c'est de dire que vous êtes incompétent. C'est-à-dire que malgré tous les moyens que nous avons mis ces 2 dernières années, on est en train de frôler le milliard de dollars, vous n'avez pas la compétence de protéger le chef des armées. Et donc, comment voulez-vous qu'une armée dont le chef n'a pas confiance, une armée qui est qualifiée de manière insidieuse d'incompétente par son chef, puisse produire des bons résultats? Ce qui reste, à mon sens, c'est que l'armée puisse le démettre de ses fonctions et l'arrêter. Maintenant, comme je suis en train de vous le dire, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de résultat. Et c'est dans ce contexte-là
qu'à chaque fois qu'ils sont en face des lions de Sarah Mboué, communément appelés l'ARC, l'armée de l'AFC, eux, ils savent, nous savons pourquoi nous nous battons. Ça veut dire que le niveau de détermination, il est tout à fait différent. Le niveau de discipline, il est différent. Donc, on leur amène des armements et généralement, il n'y a pas de ration pour manger. Et lorsque la puissance de feu devient élevée, ils abandonnent les armes. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes ravitaillés. Donc, la plupart des armements, chars de combat et tout ce que vous voyez, c'est fourni par Antimissile et les tout. FARDC. C'est fourni par les FARDC. Parce que les militaires ne sont pas prêts à mourir pour un individu qui est dans une fête de mariage. Vous savez, lorsque Massis Centre est tombé, il n'était même pas au pays. Il est même allé voir un match PSG Monaco à Dubaï. Voyez-vous quelqu'un qui sait, pendant sous le feu, il lui pose la question, mais où est le président? On lui dit, non, le président regarde un match à Dubaï. Vous pensez que cette personne-là va rester continuer à se battre? Si la puissance de feu est trop élevée, la personne va abandonner les armes, elle va partir. Donc nous n'avons pas un chef des armées exemplaire. Nous n'avons pas un chef des armées sérieux. Nous n'avons pas un chef des armées responsable. Nous n'avons pas un chef des armées empathique. Ça veut dire qu'il devait aller sur place parce qu'il a promis qu'il allait s'installer là-bas. Il devait aller voir les gens dans les camps des déplacés. D'ailleurs, l'ancien président du Kenya l'a fait, mais le président du pays lui-même ne l'a jamais fait. Il ne veut même pas aller à l'Est. Il ne veut pas aller en Ituri parce que, entre guillemets, il a peur pour sa vie. Et comment pouvez-vous imaginer que lorsque le chef n'est pas prêt à mourir pour son idéal, que ses subalternes meurent pour cet idéal-là? C'est tout à fait impossible. Et c'est ce qui explique que les gens prennent Masisi Centre, ils font la fête, on met sur les réseaux sociaux et 24 heures après, ils sont délogés. Ce n'est justement pas normal. Et donc, voilà un peu, de manière générale, ce qui explique comment est-ce que nous nous approvisionnons, parce que le gouvernement nous rend un grand service en nous fournissant du matériel de qualité. Peut-être pour chuter, à quand Kinshasa? Beaucoup pensent que vous n'arriverez jamais parce que on vous considère ou on essaye toujours, n'est-ce pas, de vous comparer avec l'AFDEL. Certains disent que l'AFDEL n'a pas traîné pour atteindre Kinshasa, mais vous, ça fait déjà plus d'un an que vous êtes en train de se battre pour arriver à Kinshasa. À quand Kinshasa? À quand le Katanga? Quand est-ce que l'AFC prendra Kinshasa et renverser le pouvoir de Félix Tshisekedi? Écoutez, nous ne sommes pas dans un match de football pour que je vous donne des pronostics. Une chose est certaine, c'est que nous avançons en fonction des moyens que nous avons et nous essayons de remplir au maximum la mission qui est la nôtre, c'est-à-dire celle de pacification et de réunification du pays. Maintenant, je peux, et à raison, comprendre les différentes préoccupations, l'impatience de certains, mais il faut que tout le monde sache que la problématique que nous avons, elle est commune. Ce n'est pas l'unique affaire de l'AFC. Nous savons aussi que les méthodes de M. Tshisekedi sont fortes et que, comme j'ai encore vu hier un cadre du parti Ensemble qui a été humilié, filmé, alors qu'il était ligoté comme un va-nu-pied, comme un brigand. John Mbangu, nous encourageons et Voilà, nous soutenons. c'est généralement difficile. Mais il faut que chaque Congolais, chaque matin, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour faire avancer la cause du départ de M. Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, son départ c'est un élément catalyseur de la reconstruction, de la réaffirmation de notre volonté commune de vivre ensemble, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où vous avez un petit royaume Louba au centre, avec des Loubas qui font la loi au niveau de la justice, avec un président qui gère le pays avec 3, 4, 5 personnes, alors que nous avons besoin de reconstruire cette ambition de vivre ensemble et de se sentir tous congolais. Parce que lorsque lui, il va chez lui, il dit « Machamoumène, vous êtes mon sang », ce qui suppose que ceux qui ne sont pas de chez lui ne sont pas son sang. On peut aussi considérer que depuis qu'il est devenu, entre guillemets, président de la République, si on parle en termes de proportion, même dans le Bandundu, il n'est jamais allé passer nuit. Dans le Bas-Congo, alors qu'il n'a pas besoin d'avion, il n'est jamais allé passer nuit. Mais que ses visites, là où il se sent le plus à l'aise, c'est lorsqu'il est, entre guillemets, chez lui. Et donc, chaque Congolais, chaque jour, doit se poser la question, comment est-ce que je peux participer au départ de ce monsieur? Et lorsque tout le monde aura répondu à cette question et que nous trouverons des moyens tous les jours pour atteindre l'objectif, la durée sera écourtée. Donc, ne laissez pas la seule charge à l'AFC, quoique nous allons y arriver et les gens seront certainement surpris. Mais je veux et je souhaite et j'exhorte
chaque Congolais à prendre en charge la question et à participer de quelconque manière, soit par un tweet, soit en utilisant des faux comptes, mais faire tout pour que M. Chilombo puisse dégager parce que aujourd'hui, il est démontré, c'est vrai qu'il n'aime pas l'école, hein, on le sait, qu'il n'a même pas un certificat, il n'a même pas un diplôme d'État. Je ne sais pas s'il avait fini l'école primaire. Mais au-delà du fait qu'il est incompétent, qu'il est incapable de gérer le pays, mais en même temps, il est cynique. En même temps, son parti et lui-même ou son système veut humilier l'ensemble de la population, humilier les Congolais, humilier les adversaires. Et donc, nous ne pourrions aucunement accepter que cette dictature progresse, raison pour laquelle, par rapport à votre question, et j'épilogue par là, que chaque Congolais puisse en faire une question personnelle et que chacun contribue à la hauteur des moyens dont il dispose. Mais les Congolais ont peur, surtout que le gouvernement s'impose avec la dictature. Et aujourd'hui, il y a cette peine de mort qu'on distribue comme des cacahuètes. Donc, demander aux Congolais de faire des tweets et tout, peut-être s'impliquer, vous ne trouvez pas que ça ne marchera pas parce que beaucoup ont peur. Mais M. Même Tshisekedi quand ne nous tournons pourra cette pas. émission, je sais que beaucoup de gens diront que j'aurai une peine de mort, mais on ne fait que notre travail de journaliste pour éclairer Bon, je ne pense pas que la population. Monsieur Tshisekedi pourra tuer tout le monde ou mettre tout le monde en prison. Déjà que les capacités de Makala sont réduites, donc il ne pourra pas mettre tout le monde en prison. Cette peur, nous pouvons la comprendre, mais le changement a un prix. Et la peur est notre pire ennemi. Je crois que M. Tshisekedi, en installant son système tortionnaire, est en train de capitaliser les peurs que nous avons. Il se dit, bon, en faisant ceci, en parlant en parlant de la peine de mort, les gens auront peur. Et nous ne devons pas lui donner l'opportunité de surfer sur nos peurs. Alors, nous devons dresser nos fronts, parce que c'est ça l'hymne national, dressons nos fronts longtemps courbés, et bravons la peur, mais chacun peut le faire avec les moyens du bord. On n'est pas en train de demander à tout le monde de s'exposer comme nous l'avons fait. Voilà, là vous parlez à un condamné à mort en chef. Mhm. Bon, bientôt je vais rentrer au Congo, on va certainement me mettre en prison, on va me fusiller. Mais on a aussi promis à tout journaliste ou tout Congolais qui va Mhm. relayer une information de l'AFC, on a promis la mort. Et ça me fait rire parce que finalement, nous avons tellement d'adhésions qu'on devrait avoir des procès tous les jours. Même à l'époque de l'AFDL ou à l'époque du 1+4, il n'y a pas eu de procès voilà, pour haute trahison et des condamnations à mort. Donc ça, en fait, ce sont des expressions qui indiquent la faiblesse, la fébrilité de ce pouvoir. Ça va dans tous les sens. Ils se contredisent. Chacun dit ce qu'il peut pour plaire au chef. Mais in fine, la situation des Congolais demeure inchangée. Les Congolais souffrent. Ils vont continuer à souffrir au détriment d'une famille dont, bon, c'est une famille, voilà, vous voyez, le président, M. Mhm. Tshisekedi, et maintenant c'est son fils. Les deux ont en commun le fait qu'ils ont tous détesté l'école. Mais voilà, vous avez une personne qui n'a jamais été à l'école, qui va représenter le pays, qui est devenu un ambassadeur plénipotentiaire. Et donc, M. Tshisekedi veut nous imposer son incompétence héréditaire. Ça veut dire qu'après lui, il se dit, ou il rêve, il se dit, bon voilà, moi j'ai réussi, pourquoi pas mon fils. Donc, nous devons être vigilants, faire de cette question une question personnelle, et chacun, là où il est, voilà, voir comment, en prenant le moins de risques possible pour ceux qui ont vraiment peur, mais essayer de participer au débat, parce qu'au fait, il n'y a pas autre chose à faire, c'est s'organiser pour que M. Tshisekedi quitte le pouvoir. Mhm. Pour bien finir, une question en tant que politique. Comment trouvez-vous la réorganisation de l'opposition congolaise? Dernièrement, Joseph Kabila a reçu Moïse Katumbi. Ils ont fait un communiqué pour se mettre d'accord sur beaucoup de points pour barrer la route à Félix Tshisekedi. Est-ce qu'aujourd'hui l'AFC peut aussi rejoindre l'opposition congolaise? Est-ce possible? Bon, il s'agit de l'opposition non armée et c'est une initiative que nous saluons parce que bon, M. Kabila, le sénateur à vie, a dirigé ce pays pendant 18 ans. Et comme je le dis, il est permis à tout Congolais, on doit reconnaître à tout Congolais le droit de faire mieux ou de Mhm. s'amender, le cas échéant.
Et aujourd'hui, et lui, il aime apprendre. Hein. Vous avez bien vu qu'il est allé même à l'université, il présente une thèse. Et je crois qu'aujourd'hui, sa contribution n'est pas négligeable. Par rapport à toutes les difficultés que nous avons dans ce pays-là, la démarche qu'il a initiée est une démarche salutaire. Je suis tout à fait étonné qu'il soit pris à partie alors que c'était un ancien président qui a cédé le pouvoir pacifiquement, qui a pris son exil pour apprendre, chose que M. Tshisekedi ne fera ni pendant qu'il est président, ni après, et qu'il n'a jamais fait depuis qu'il a commencé la politique. Mais moi, je salue les efforts fournis dans le sens de protéger la Constitution, dont il est, si vous voulez, parmi les promoteurs. Et aujourd'hui, il s'engage pleinement dans ce combat parce qu'il sait que nous, en tant qu'opposants de l'époque, nous lui avons, on lui en a fait voir de toutes les couleurs parce que nous disions que cette constitution doit être respectée. Donc il n'est pas question aujourd'hui que M. Tshisekedi, par simple gloutonnerie, par simple folie, remette en cause le pacte républicain. Donc je salue l'engagement de M. Kabila. En même temps, je salue la participation. J'ai vu l'honorable Claudel Loubaya, j'ai vu le président Moïse Katumbi et bien d'autres qui n'ont pas affiché des photos. J'espère que cette démarche-là va continuer. Mais voilà, nous devons barrer la route à la dictature. Et pour cela, on doit effectivement essayer de se mettre ensemble. Maintenant, savoir si l'AFC sera consulté, je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas qualité de vous le dire. Mais une chose est certaine, que nous appuyons tous les efforts qui vont dans le sens de bloquer M. Tshisekedi dans son aventure qui, on ne peut plus dire, qui on ne peut plus folle. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire à ce stade-ci. Et donc voilà, je salue tous ces efforts qui sont fournis par les politiques et j'espère que par convergence, on aboutira, on va épiloguer sur notre objectif commun. Il y a un téléspectateur qui nous suit, qui pose la question, peut-être on va penser à la dernière. Il y a Jonathan qui a dit quand est-ce que vous allez arriver sur Kinshasa parce qu'il vous attend impatiemment. Il y a un autre aussi qui dit si Félix Tshisekedi arrivait à changer la constitution, que deviendra toute la partie que vous occupez et si le FARDC également arrivait à vous vaincre, est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi demain ou après-demain peut vous amnistier? Répondez un peu à toutes ces trois questions et puis on va chuter. J'espère que ce sont les dernières questions. Ouais. D'abord, nous avons été condamnés par contumace alors que nous étions à Rutshuru. Ça veut dire que c'est d'abord une indication de l'impuissance de l'État. L'État a tous les moyens d'appréhender, on le voit très bien avec les mandats d'amener les enlèvements par-ci par-là des journalistes, dont l'État a les moyens d'organiser un enlèvement ou envoyer un mandat d'amener à Rutshuru pour reprendre, je connais un angle où me prendre, mais bon, comme il est impuissant, il a préféré faire un procès de 3 jours. Je ne compte pas ce procès. Et comme je vous l'ai dit, dans l'avenir, et même quand on aura chassé M. Tshisekedi, on devra ouvrir la brèche en révision pour ce procès-là et questionner la Cour constitutionnelle sur la définition ou, si vous voulez, l'explication du devoir inscrit au niveau de l'article 64, c'est-à-dire tout Congolais a le devoir de barrer la route à... Et donc, comme il sera établi que M. Tshisekedi est un dictateur et qu'il a violé à dessein non seulement la loi électorale, mais la Constitution lors des élections de 2023, ce sera un procès intéressant qui pourrait épiloguer soit sur un amendement de cet article, soit sur un renforcement de cet article. Donc moi, j'attends parce que j'ai été accusé une fois à tort de faux en écriture, malgré que tout le monde savait que la personne avait signé, mais je me suis engagé à suivre mon procès et à être innocenté. Donc j'avais obtenu un arrêt de la Cour de cassation qui m'innocentait et je me suis présenté à toutes les séances. Donc je ne suis pas du style à me dérober. Donc, lorsque nous aurons en face de nous des juges impartiaux, je me présenterai dignement avec une défense pour que, pas seulement moi, mais notre groupe se présentera en révision de ce procès-là qui est totalement fallacieux. Maintenant, toutes les hypothèses que vous avez mises, si M. Tshisekedi change la Constitution, nous ne sommes pas concernés par les actes qu'il pose. Nous ne sommes concernés que par la mission que nous nous sommes assignés. Et nous allons vers cette mission et nous allons atteindre notre objectif. Comme disent les Congolais, Alambalia, Mupenda, Mamouate, tout ce qu'il va faire pour y hâter. Donc nous, on va venir simplement pour le chasser. Et donc, les actes qu'il pose, les nominations, les changements, il vient de faire des réorganisations au sein des FARDC, nous ne sommes pas concernés parce que nous considérons
que tous les actes posés par ce monsieur sont illégitimes. Ça, il faut le retenir pour dit. Et donc, lorsque vous allez dans ce genre d'hypothèse, il m'est difficile d'avancer en termes de réponse pour la bonne et simple raison que nous ne considérons pas ces choses. Maintenant, la dernière hypothèse, et on va finir par là, vous dites si les FARDC nous battaient. Bon, écoutez, d'abord, je suis congolais. Et donc, d'une certaine manière, je dois soutenir les FARDC. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les FARDC sont manipulés. La personne pour laquelle, contre laquelle elles doivent se battre, c'est bien le pouvoir qui les envoie mourir alors qu'ils se la coulent douce. C'est bien ce président qui se retrouve dans des fêtes de mariage, qui se retrouve à voyager depuis le début de cette année. Il a fait au moins déjà 20 voyages. C'est d'arrêter ce chef de l'État-là, et c'est la vraie cible. Celui qui fait en sorte que nos militaires au front se retrouvent 2 jours, 3 jours sans manger, alors que le pays a des moyens et que son fils vient d'acheter une maison de 3 millions de dollars. Voilà vraiment la vraie cible de nos FARDC. Et donc, comme je le dis, ça me fait de la peine de les voir se battre pour une cause qui n'en est pas une. Aujourd'hui, nous avons des possibilités énormes de résoudre ce différend de manière pacifique si M. Tshisekedi s'engage à quitter le pouvoir. Parce que nous pouvons aller à une table de négociation et de discussion. Si nous y allons, ce sera notre cahier de charge. Et s'il s'y engage, nous pouvons terminer ce différend de manière pacifique. Il a choisi la guerre et nous allons nous défendre. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. Et je peux en rajouter qu'aujourd'hui, lorsque il y a une très grosse communication autour des localités imaginaires prises par les FARDC, on ne voit pas d'image, on ne voit pas les symboles de ces localités. Mais cela m'étonne parce que j'aimerais bien voulu entendre que les FARDC auraient récupéré Bunagana. Ça fait 2 ans et demi. Donc si aujourd'hui, vous parlez de Massissi Centre, vous êtes délogé, vous parlez de Louofu, vous êtes délogé, vous parlez de Ngungu, et j'ai encore vu que nos camarades, nos vaillants camarades hier, ont fait un meeting dans Ngungu. Et qu'à chaque fois que vous faites des proclamations qui sont généralement fausses, non seulement on les démonte parce qu'on apporte des preuves, et que ça ne suffisait pas, vous devez maintenant menacer toutes les personnes qui vont relayer la vérité. Vous comprenez très bien que nous sommes dans un domaine qui relève de la chimère. C'est tout à fait chimérique de penser que dans l'état actuel du manque de confiance de nos troupes envers M. Tshisekedi, nous pourrions espérer des résultats probants. C'est totalement, voilà, c'est incongru, c'est quelque chose qui relève de la fiction. Merci beaucoup, honorable Jean-Jacques Mamba. Peut-être un message pour finir à tous les Congolais qui vous suivent, en Lingala peut-être, un message ou un vœu à toute la population congolaise. Bon, ce que je peux dire, d'abord, je vous remercie parce que vous m'avez fait participer à votre émission. C'était un réel plaisir. Merci, Nous le sommes tous plaisir est Congolais. partagé. Personne n'a le monopole d'aimer plus le Congo. Entre un président qui institue avec sa famille, donc sa belle-sœur et son frère, qui institue le RAM, qui pille 30 millions de Congolais, notamment des mamans pauvres qui se débrouillent pour vivre, un monsieur dont le patrimoine est évalué à plus de 500 millions, un monsieur qui détourne de l'argent, qui l'amène à Dubaï, et nous qui revendiquons un droit constitutionnel, celui de barrer la route à cette folie. En tout cas, le choix entre ces deux personnages, je pense qu'il faudrait se rallier du côté de des combattants de la liberté que nous sommes. Parce que M. Tshisekedi ne se bat que pour son confort. Il a trahi tout le monde et là, il vient de trahir même le présidium de l'Union sacrée parce qu'il veut s'arroger le droit de rester au pouvoir alors que finalement, lorsque nous l'avions aidé dans le cadre du divorce FCC Cash, il a sollicité l'appui de Moïse Katumbi, l'appui de Jean-Pierre Bemba, de Mbosso et ainsi de suite. Mais après, il veut maintenant nier leurs ambitions présidentielles et notamment celle de Kamere qu'il a dribblé par 2 fois. Parce que vous vous rappelez, lorsqu'il est allé avec M. Kamere chez les Mwami, il a dit que c'est un pacte de sang, qu'il allait faire 5 ans et après, il allait donner le pouvoir à M. Kamere. Cela n'a pas été réalisé. En lieu des places de le faire, il l'a fait arrêter pour obliger ce dernier à renoncer à son ambition présidentielle. Et lorsque ce dernier n'avait pas d'autre choix au prix de sa liberté que d'accepter, c'est lui-même qui est venu, son bourreau est venu à la télévision pour dire que c'était un monsieur qui était innocent, il croyait toujours en lui et qu'il allait jouer un rôle. Donc il a fait cette déclaration-là qu'après que M. Kamere ait accepté de renoncer pour cette fois-là à son ambition présidentielle. Et voilà maintenant qu'il est récidive, il veut changer une constitution qui va lui permettre de rester au minimum encore 14 ans au pouvoir, au détriment
des ambitions des uns et des autres. En tout cas, je parle de ceux qui l'accompagnent. Raison pour laquelle nous disons, comme il n'est fiable avec personne, c'est un monsieur malhonnête, licencié en marketing, comme vous le savez, euh, nous disons que tout ce que M. Tshisekedi pose comme acte est nul. Nous ne considérons pas ces actes-là et ce n'est pas un personnage fiable. S'il y aura dialogue, nous acceptons le dialogue, nous ne sommes pas demandeurs, mais à une seule condition, que soit inscrit à l'ordre du jour, et ça sera notre seule demande, notre seule préoccupation, une seule ligne, son départ. Et s'il accepte un dialogue dans ce sens-là, nous serions tout à fait disposés à venir dialoguer. Donc voilà un peu ce que je voulais dire pour terminer. Encore une fois, merci et mes meilleurs voeux à nos sœurs, à nos frères qui souffrent à Kinshasa, à ceux qui ont mangé le pain au manioc, à ceux dont, voilà, vous connaissez les policiers qui devaient avoir leur véhicule, à tous ceux dont, pour lesquels le président avait trouvé la clé, parce qu'il avait trouvé la clé pour nourrir les Congolais. Voilà, à tous ceux qui ont été baignés et qui se sont gavés de toutes les promesses de ce monsieur perturbé. En tout cas, nos meilleurs voeux et nous espérons que cette année sera la meilleure. À nous revoir bientôt. On n'oublie pas les sentinelles et même les femmes des ménages. Voilà, Merci les à vous. sentinelles. Oui, oui, parce qu'ils font partie des millions d'emplois. Les receveurs, les tireurs et tout ça. En tout cas, Mais merci il beaucoup, faudra qu'on honorable revienne sur Jean-Jacques cette Mamba. question-là peut-être la semaine prochaine pour qu'on explique un peu parce que j'aimerais que nous parlions aussi de ce que nous voulons faire avec le pays. Parce que nous ne sommes pas qu'un mouvement de révolution du pouvoir pour le pouvoir. Nous voulons apporter notre contribution. Nous voulons relancer la machine, nous voulons relancer la RDC. Et donc, j'aimerais qu'on ait une discussion plutôt technique sur les différents axes que nous allons prendre lorsque nous serons à Kinshasa. En tout cas, on reste ouvert, honorable. Nous allons vous contacter pour fixer un rendez-vous afin que nous puissions vous recevoir pour en parler. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci bien. Merci à vous tous de nous avoir suivis, amis téléspectateurs. Merci de votre fidélité. C'était là donc Jean-Jacques Mamba, qui est député national honoraire de la République démocratique du Congo. Il nous a fait l'honneur d'être avec nous ce 16 janvier pour parler Congo, pour parler de l'AFC, pour parler, n'est-ce pas, de toute l'actualité en République démocratique du Congo. On se retrouve très très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et prenez soin de vous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous avons le choix entre la liberté et la soumission. À vous de choisir. Je vous souhaite une très belle journée et surtout bonne santé pour 2025. Au revoir et à très bientôt.